Chers amis, bonjour. Bienvenue sur le podcast Petit sous, gros sous, qui parle d'éducation financière et d'investissement. Ici, tu retrouveras l'actu financière en live et replay, les témoignages des familles qui tentent de joindre les deux bouts, les histoires inspirantes sur la gestion de tes finances personnelles, les conseils pour fructifier ton argent, la légitimité pour parler argent. Chers amis, après une pause estivale bien méritée, je reviens avec une série inédite de 10 épisodes dédiés à l'investissement et à l'entrepreneuriat transcontinental, cantonnant une double culture. Nous allons plonger dans un sujet qui résonne profondément. Comment nos racines influencent-elles nos choix financiers? Plus précisément, nous explorons l'histoire fascinante des investissements franco-africains, notamment dans l'immobilier et la finance. Quels sont les liens historiques qui ont façonné les opportunités d'aujourd'hui? Comment la culture, la double culture, que ce soit en Afrique ou en France, façonne-t-elle notre approche de l'investissement immobilier? Attachez vos ceintures car cet épisode promet un voyage riche en découvertes à la croisée de l'histoire et de l'économie. Les racines historiques des investissements franco-africains. Pour comprendre les décisions financières actuelles des entrepreneurs franco-africains, il est essentiel de remonter dans le temps. Historiquement, les relations entre la France et l'Afrique ont été marquées par le colonialisme qui a profondément influencé les infrastructures économiques, notamment dans l'immobilier. On est passé de cité à architecture africaine à une approche haussmannienne de l'habitat. Passer d'un habitat centré sur la communauté à un habitat pour abriter de la main-d'œuvre. Prenons l'exemple de Dakar ou d'Abidjan. Ces villes, autrefois sous l'influence coloniale française, ont vu l'émergence d'infrastructures et de systèmes immobiliers directement influencés par les modèles européens, les modèles français. Les immeubles modernes qui peuplent aujourd'hui leur quartier d'affaires sont en fait le fruit de cette histoire économique, de cette histoire coloniale. Certaines anciennes colonies, comme Djibouti, comme les Comores ou Madagascar, ont gardé des villes avec des médinas plus traditionnels. La colonisation a non seulement modifié l'architecture des villes africaines, mais elle a aussi défini une partie de la dynamique d'investissement en privilégiant des flux d'investissement entre le monde rural et le monde urbain qui continue encore aujourd'hui. Des villages se sont vidés au profit des villes où se concentre aujourd'hui la main-d'œuvre, le prolétariat, les salariés et tous ceux qui travaillent en fait dans les services. Maintenant, voyons voir les opportunités contemporaines aujourd'hui dans l'immobilier et la finance en Afrique. Avançons dans le temps jusqu'à aujourd'hui. Si les racines historiques sont importantes, elles ne définissent pas tout. Aujourd'hui, l'Afrique est l'un des marchés immobiliers les plus promoteurs au monde. Le développement rapide des infrastructures, l'urbanisation galopante et la classe moyenne croissante créent des opportunités sans précédent pour les investisseurs. Prenons l'exemple de Moroni, Mamoudzou. Ces villes connaissent une explosion démographique et un manque de logements criant. La demande de logements résidentiels, mais aussi de bureaux, de centres commerciaux et de parcs technologiques est en tension, ce qui présente des opportunités énormes d'investissement. Aujourd'hui, par exemple, Moroni, Mutsamoudou, Wani, Domoni, ces villes ont une densité de plus de 300 habitants au kilomètre carré. La diaspora, elle est encore hésitante sur les opportunités à saisir. Mais pourquoi? La diaspora franco-africaine joue un rôle crucial. Nombreux ceux qui, grâce à leur éducation et leur expérience en France, en Europe, en Amérique, peuvent investir dans leur pays d'origine. Aujourd'hui, pour eux, investir en Afrique n'est pas encore une question de retour sur investissement, mais avant tout une obligation familiale, soit d'entretenir un bien familial ou réaliser en fait un vieux rêve de parents, de migrants qui sont encore dans l'espoir d'un retour en fait au pays. Ceci a un impact sur la culture et les décisions financières. Mais qu'en est-il de la culture? Comment nos racines influencent-elles concrètement nos choix financiers et en particulier en matière d'immobilier et de finances? Pour beaucoup d'entrepreneurs franco-africains,
la famille, le réseau et la communauté sont des facteurs déterminants très importants. Aux Comores, par exemple, la terre et l'immobilier ont une signification particulière. La possession d'un terrain ou d'une maison n'est pas seulement perçue comme un investissement financier, mais comme un ancrage, un symbole de statut social et de sécurité pour la famille. Ce sont, faut pas l'oublier, la spécificité comorienne, ce sont les femmes qui détiennent les maisons avec ou sans divorce. Du coup, l'immobilier reste avant tout un immobilier résidentiel et peu de personnes s'aventurent dans l'investissement locatif. Prenons l'exemple de Fatima, une franco-comorienne. Elle est entrepreneur. Fatima a grandi en France, mais elle revient régulièrement aux Comores. Pour elle, acheter un bien immobilier à Moroni n'était pas seulement un investissement financier, c'était un moyen de rester connecté à ses racines. Elle voulait que ses enfants aient un pied-à-terre aux Comores, pour qu'ils comprennent d'où ils viennent, qui ils sont, dit-elle. Ce sont ce genre de choix qui est souvent motivé par un profond sentiment d'appartenance culturelle. Mais quid de l'investissement immobilier locatif pour générer des revenus? Investir en Afrique, notamment aux Comores, cela représente des opportunités et des défis. Alors, surtout des défis pour les investisseurs. Par exemple, investir à cheval entre deux cultures présente beaucoup de défis. Pour les Comores, si on oublie les aspects réglementaires, c'est l'écosystème des pros de l'immobilier qui est complexe. Trouver le bon artisan, trouver le bon fournisseur dans un pays où tout est importé. La disponibilité des matériaux est très complexe en fait. Il n'y a pas de circuit de distribution très normalisé en fait au niveau de l'immobilier. Ce qui semble facile, une formalité en France parce que on a un chèque et donc dans ce cas-là on peut contacter un fournisseur assez facilement, ne l'est pas forcément en fait en Afrique. L'un des principaux défis réside surtout dans l'accompagnement et le suivi du chantier. Trouver le bon architecte, trouver le bon chef de projet, le bon maître d'ouvrage ou le bon maître d'œuvre est très compliqué. La difficulté de trouver juste des artisans sérieux en fait, qui sont capables de faire avancer le chantier, de donner des comptes rendus. Pourtant, ceux qui y investissent, ceux qui réussissent à surmonter ces défis, ouvrent la porte à des rendements substantiels. Il faut noter que le mètre carré du bâti aux Comores est proche de 3 500 € le mètre carré, ce qui est carrément la même chose qu'en France. Des investisseurs qui ont su créer des ponts entre la France et l'Afrique bénéficient souvent d'un double avantage. C'est qu'ils ont une connaissance approfondie du marché de l'immobilier ici en France. Ils connaissent en fait les services en fait proposés en France, en Europe et dans les pays occidentaux. Ils savent que c'est qu'un client. Ils ont de l'avance en fait sur cette notion de marché de l'immobilier locatif. Et ils ont aussi des opportunités pour créer en Afrique en fait, là où il y a des besoins énormes. Et ça, c'est hyper important. Alors, que ce soit par obligation familiale ou pour entretenir en fait un héritage qui peut parfois être encombrant, il faut noter que l'investissement franco-africain dans l'immobilier est une histoire fascinante des racines et des richesses. Pour l'investisseur à double culture, cette dynamique offre un éventail d'opportunités uniques à avoir des revenus complémentaires, par exemple. Donc, il est possible d'avoir des revenus complémentaires, en fait, issus en fait d'Afrique. Ce n'est pas qu'en Europe où on peut avoir des revenus complémentaires. On peut aussi apporter des solutions, donc des solutions d'hébergement aux anciens. Par exemple, un ancien qui a longtemps quitté, qui a fait toute sa vie en France, qui n'a pas eu l'opportunité d'investir ici et qui n'a pas eu l'opportunité d'investir aux Comores, la troisième ou la seconde ou la quatrième génération peut aussi leur permettre d'avoir une solution d'hébergement, des logements là-bas et leur permettre de vivre ou même d'y dormir en fait, parce que pour la plupart des anciens, leur souhait c'est de se reposer en fait en paix au pays. Et il faut aussi noter une chose importante,
les anciens n'ont pas forcément les moyens de se permettre ici des EHPAD en fait, des hébergements ou d'aller vivre dans des résidences en fait spécialisées pour personnes seniors. Donc, l'investissement au pays reste encore abordable. C'est aussi une opportunité en fait d'apporter une réponse en fait pour ceux qui sont déjà à la retraite. Si cet épisode vous a inspiré, sachez que grâce à un partenariat avec le cabinet NM2A, Petit Sous et Gros Sous, nous avons lancé la solution J'investis et sécurise mon investissement en Comores. N'hésitez pas à nous contacter pour bénéficier d'un appel gratuit d'1 heure avec un architecte renommé et aussi avec un conseiller financier. Laissez-nous votre avis et partagez-nous vos propres expériences d'investissement transcontinentaux. J'aimerais beaucoup entendre aussi vos histoires. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode fait avec beaucoup d'amour et quelques nuits blanches. Si tu as des questions ou tu veux témoigner, mets un commentaire ou écris-moi sur les réseaux sociaux de Petit Sous, Gros Sous. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour me soutenir, tu as juste besoin de mettre 5 étoiles, au moins sur 2 plateformes, Apple Podcasts et Spotify. À très bientôt. N'oublie pas, Petit Sous aujourd'hui, Gros Sous demain.